Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre toujours aussi nombreuses et nombreux pour ce webinaire. Donc ce webinaire aujourd'hui va porter sur le programme Erasmus+. En attendant que tout le monde nous rejoigne, je vous précise à nouveau que vous pouvez interagir avec nous et nous dire depuis quelle ville vous nous écoutez à partir de l'onglet chat qui se situe en bas à droite. Et poser toutes vos questions auxquelles nos intervenantes et intervenants répondront dans l'onglet questions juste à côté. Je passe la parole à Frédéric pour présenter ce webinaire et les intervenants avec moi. D'accord. Merci Audrey. Alors Audrey, est-ce que j'ai le droit de laisser un petit message ou pas dans le chat? Oui, maintenant je peux. Donc j'écris bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au programme Erasmus+, un outil au service des coopérations éducatives, universitaires et scientifiques en Europe et au-delà. Nous avons 1 heure tous ensemble pour écouter nos collègues de l'agence Erasmus+, et nos collègues en poste que je vais vous présenter à l'instant. À peu près 40 à 45 minutes de présentation et ensuite nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je suis très heureuse et je remercie de nouveau nos collègues de l'agence Erasmus+, de participer aujourd'hui à ce webinaire. J'accueille Clarisse Boudard, qui est responsable du pôle formation professionnelle Europass Euroguidance au sein du département promotion de l'agence Erasmus+. Je précise que Clarisse a été également attachée de coopération éducative dans le réseau au Portugal il y a quelques années. Je suis très heureuse d'accueillir Aude Richard, ingénieure de promotion sur le secteur de l'enseignement supérieur, Agnès de Simone, ingénieure de promotion sur le secteur de l'enseignement scolaire au sein du département promotion, Aude étant également au sein du département promotion au sein de l'agence Erasmus+. Je tiens également à remercier nos collègues Claudia Calvo, conseillère adjointe de coopération et d'action culturelle, attachée de coopération éducative en poste en Bulgarie, Magali Sancier, attachée de coopération éducative en Allemagne, et Benoît Ledevedec, attaché de coopération éducative en poste en Croatie. Nos collègues Magali, Claudia, Benoît vont témoigner de leur expérience en tant qu'attachés au service de la langue française, donc dans le réseau. Avant de donner la parole à Clarisse, je voudrais vous dire ou vous redire que ce sujet, cette thématique, sera également développée au mois d'octobre dans le cadre du séminaire langue française du 22 au 24 octobre que nous organisons au sein de l'Institut français à Paris et qui s'adresse aux attachés de coopération pour le français, attachés de coopération éducative, ainsi qu'aux directeurs et directrices de cours. Voilà. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez jamais, et sur d'autres sujets concernant la coopération éducative, pensez surtout à vous connecter régulièrement à la sphère coopération éducative des communautés d'intérêt que vous retrouverez sur le site, l'espace réseau du site internet. Voilà. Clarisse, c'est à toi. Donc Clarisse Boudard, responsable du pôle scolaire, formation professionnelle, Europass et Euroguidance de l'agence Erasmus+. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Institut français pour cette invitation, moi qui me ravit, me réjouit et d'autant plus puisque, comme tu le rappelais Frédéric, j'ai été moi-même en poste donc à Lisbonne comme attachée de coopération éducative et linguistique donc au SCAC et à l'Institut français du Portugal à Lisbonne. Je crois d'ailleurs reconnaître certains de mes anciens collègues que je salue et donc d'autant plus ravie de pouvoir
aujourd'hui animé avec mes collègues de l'agence, donc ce webinaire, pour bien vous présenter alors un panorama tout à fait très synthétique. Hein. Évidemment, là, en une demi-heure, 45 minutes, nous n'aurons pas le temps d'aborder dans le détail toutes les opportunités de ce beau programme européen qui est le programme Erasmus+. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même une appropriation rapide des enjeux et surtout de l'intérêt que vous allez pouvoir bénéficier grâce à ce programme, notamment pour développer, renforcer votre propre coopération et vos propres coopérations bilatérales, qu'elles soient éducatives, scientifiques, universitaires, voire même culturelles. Donc, on y vient. Donc, effectivement, pourquoi le programme Erasmus+ est intéressant pour vous, pour les postes? Alors, rapidement, évidemment, ce programme va permettre de cofinancer, ce qui n'est pas une petite chose, des projets que vous avez peut-être en cours ou que vous souhaiteriez développer, des projets bilatéraux. C'est un programme au final qui va aussi vous permettre de vous obliger finalement à mettre en réseau des structures, des établissements français au sens en France, et les établissements ou les organismes, les associations ou autres organisations avec lesquels vous travaillez au niveau local. Bien évidemment, en vous forçant comme ça à aller chercher peut-être des partenaires, tout cela va forcément renforcer aussi votre coopération bilatérale, voire multilatérale, et bien évidemment, donner un ancrage, une dimension européenne à un projet et plus globalement, peut-être, à votre plan stratégique éducation ou encore même au plan d'action de l'ambassade. Vous pouvez aussi, et ça, j'insiste aussi, vous allez pouvoir peut-être imaginer créer des synergies avec vos collègues des autres secteurs. Alors, je sais que parmi les participants, il y a un peu une variété de profils. Vous êtes attaché de coopération éducative, mais je crois qu'il y a aussi des AXU, peut-être des COCAC, peut-être également. En tout cas, l'idée, c'est aussi de décloisonner un petit peu tout le travail que vous menez, que ce soit en institut ou en ambassade, et d'aller peut-être aussi monter des projets en synergie avec d'autres secteurs de l'ambassade, y compris le bureau, bien sûr, les bureaux Campus France, mais aussi Business France, le service économique, etc., etc. Et puis, plus globalement, souvent, des projets Erasmus+ vont pouvoir aussi, sans doute, permettre de donner de la visibilité à l'ambassade ou aux institutions que vous représentez. Alors ça, c'est pour vous. Et vous verrez, nous aurons un peu le témoignage d'une collègue actuellement en poste qui va pouvoir aussi vous dire combien tout l'intérêt de pouvoir vous engager et de vous approprier ce programme qui va vous donner vraiment un intérêt pour promouvoir et renforcer votre coopération bilatérale. Pour nous aussi, ce programme, le fait de vous le présenter et de faire en sorte que vous le connaissiez peut-être un peu mieux, c'est un programme qui vient, enfin, c'est une action que nous souhaitions mener pour vous, pour que vous puissiez effectivement être un petit peu nos points de relais, nos points de contact. Vous allez pouvoir comme ça aussi aider sans doute des acteurs français qui sont en recherche de partenaires. C'est souvent un point sur lequel nous, en tout cas à l'Agence nationale en France, on entend souvent nos porteurs de projets qui nous disent on a du mal à trouver des partenaires à l'étranger, comment faire? Et donc, l'idée de ce webinaire aussi, c'est de vous montrer combien vous êtes important dans cette démarche. Donc, en aidant effectivement à trouver des partenaires français, c'est aussi peut-être vous impliquer dans un projet et pourquoi pas appuyer le montage d'un projet et pourquoi pas vous impliquer aussi dans la mise en œuvre d'un projet qui va impliquer la France et le pays d'accueil dans lequel vous êtes en poste. Et puis, évidemment, aussi mettre en place des actions de valorisation également de cette coopération européenne. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus parce que je crois que justement Magali, qui est actuellement attachée de coopération éducative en Allemagne, va pouvoir compléter ce que je viens de dire, puisqu'elle a également, je pense, elle porte avec elle tout l'intérêt de ce beau programme. Donc, Magali, je te laisse compléter et nous dire en quoi ce programme est tout à fait intéressant aussi pour les postes. Volontiers, Clarisse, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, bonjour depuis Berlin, effectivement, où je suis en poste comme attachée de coopération éducative. Et j'ai été précédemment déléguée académique aux relations européennes et internationales à la coopération à Reims. Et j'ai pu mesurer tout l'intérêt de pouvoir s'appuyer effectivement sur les postes pour mener des projets de partenariat et de mobilité. Alors, Erasmus+ est un levier puissant pour la coopération éducative. Bon, évidemment, les partenariats et la mobilité
constituent un axe prioritaire de travail dans le cadre de nos plans stratégiques éducation. Donc ça tombe bien puisque ça fait écho à nos priorités. Pour l'Allemagne, ça fait aussi écho à une stratégie binationale de promotion de la langue du partenaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de toucher tous nos publics, puisque il y a en fait plusieurs secteurs qui sont concernés par Erasmus+. C'est pas seulement les étudiants, ce sont les cadres, les enseignants, les élèves, les apprentis, les étudiants, les adultes aussi, puisque le programme couvre le secteur enseignement scolaire, enseignement professionnel, supérieur et puis l'éducation des adultes. Donc c'est vraiment un outil très intéressant pour nous et comme l'a déjà dit Clarisse, une source de financement ou de cofinancement conséquence, pour pas dire inégalée, même si en Allemagne il y a beaucoup de dispositifs franco-allemands de financement de la mobilité, rien n'égale Erasmus+. Alors effectivement, c'est un outil aussi de promotion de la France, de la francophonie. Et ce qu'on a pu constater, c'est que pour motiver les élèves et les jeunes publics qu'on tente d'attirer, des expériences de mobilité et de partenariat sont essentielles parce qu'au-delà de l'apprentissage de la langue, ce qui intéresse les élèves et les jeunes gens qu'on vise, c'est de renforcer leurs compétences non seulement linguistiques, mais aussi professionnelles, culturelles, interculturelles et personnelles. Donc la rencontre avec l'autre et par les expériences de mobilité sont vraiment essentielles. Donc on en fait effectivement un argument pour promouvoir la langue, la culture française et la francophonie dans le système éducatif allemand. Alors, il s'agit pas, évidemment, ce sera dit plus tard, donc je vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais il s'agit pas que nous portions nous-mêmes les projets. Il y a à peu près, je crois, 30 000 projets portés en Allemagne, projet Erasmus+, donc voilà, on serait bien incapable de les porter tous. Mais l'idée, c'est qu'on essaie d'être un petit peu des facilitateurs, des entremetteurs. Mais pour ça, il faut bien connaître les acteurs de la mobilité. Alors, en France, bien évidemment, mais aussi dans nos pays d'affectation. Donc, si je peux donner peut-être un premier petit conseil, ce serait d'effectuer ce travail d'identification de cartographie essentielle en amont pour savoir sur quel partenaire vous pouvez vous appuyer dans votre pays d'affectation. Bon, rien qu'en Allemagne, il y a 4 agences nationales différentes, puisqu'il y a 4 secteurs différents que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, il y a une multitude d'acteurs. Comme on est dans un pays fédéral, il y a autant de ministères que de lenders, donc il y a des chargés de mobilité dans les lenders qu'il faut évidemment connaître, des référents pour la mobilité des collectivités territoriales aussi, et puis pour l'enseignement professionnel, par exemple, ce qui peut être difficile, c'est que nos systèmes sont souvent très différents, et donc on parle pas toujours la même langue. Donc il y a tout un travail d'explicitation aussi à faire auprès des partenaires, les chambres consulaires aussi pour la voie pro bien sûr. Et puis, on rappellera jamais assez l'importance des partenariats Académie-Lender parce que c'est un cadre idéal de développement de ces partenariats et de ces mobilités pour que ce soit des projets pérennes et de qualité qui puissent se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse travailler aussi dans le cadre de ces partenariats privilégiés qui sont signés, qui font l'objet de signatures de conventions de partenariat entre les régions et les académies ou les régions académiques. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'attaché de coopération éducative, en tant qu'attaché de coopération pour le français? C'est évidemment promouvoir le programme auprès de nos partenaires, parce que souvent, voilà, même si le programme est très connu, certains ne le connaissent pas encore ou ne connaissent pas toutes ses potentialités ou se disent tiens, c'est que le supérieur parce qu'on est resté dans l'idée qu'Erasmus+ c'était uniquement l'enseignement supérieur. Or, ça couvre bien tous les domaines. On peut aussi aider à l'identification d'un partenaire, ça a déjà été dit. Bon, ça m'est arrivé par exemple sur un projet de consortium Erasmus+, où on cherchait dans tel ou tel métier des institutions, des établissements d'enseignement professionnel pour mener à bien un projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à l'appui du réseau d'acteurs qu'on aura identifié en local. On peut aussi débloquer des situations. Par exemple, on a vu des autorités éducatives locales, par exemple, être un peu frileuses et ne pas avoir envie que tel ou tel établissement, lycée professionnel se lance dans un consortium parce qu'ils pensent que ça va être trop dur à gérer. Donc là encore, il y a un travail important d'accompagnement et puis le fait de rassurer aussi les acteurs et qu'ils sachent qu'on est là pour éventuellement débloquer des situations, ça aide et ça a un effet moteur. Et puis, ce qui peut peut-être être important aussi, c'est de mettre en lumière, de valoriser les projets. En organisant des événements ou en s'associant à des événements comme des remises de repas par exemple ou des remises de certifications complémentaires suite à des mobilités d'apprentis en lien avec les autorités éducatives locales par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de faire vivre le réseau des acteurs
parce qu'ils sont décisionnaires et que leur implication est essentielle à la réussite des projets. Et puis c'est une façon évidemment aussi de reconnaître l'engagement des acteurs éducatifs qui sont en général très très sensibles. Voilà, le temps était compté, j'espère que j'ai été suffisamment claire et je réponds volontiers à toutes les questions dans le chat. Je me permets, Magali, merci beaucoup pour tu as très très bien complété. Je n'aurais pas dit mieux. En tout cas, je valide complètement ce que tu viens de dire et peut-être que voilà, on continue parce que je pense qu'effectivement le temps nous est compté, mais je laisse tout de suite la parole à Agnès qui va justement un petit peu rentrer dans ce panorama pour vous présenter brièvement un petit peu le programme. Tout à fait. Merci Clarisse et merci Magali pour ce témoignage vraiment intéressant. Donc Erasmus+, vous en avez déjà tous entendu parler. Magali vous le disait, plutôt par rapport à tout ce qui est étudiant. Mais voilà, sachez que le programme, il y a l'éducation et la formation et la jeunesse et le sport. Et depuis 87, c'est vraiment le programme phare de l'Union européenne. Et vous le voyez sur la période, sur ce nouveau programme 21-27, entre 21 et 24, il y a déjà plus de 3 millions de mobilités qui ont été réalisées grâce à Erasmus+, et financées. Pour vous rappeler, effectivement, Erasmus+, c'est quoi? C'est vraiment un programme européen qui fonctionne donc par des appels à propositions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à n'importe quel moment se dire je vais déposer un projet Erasmus+. Il y a des dates, il y a des appels à propositions. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était une clôture d'appels à propositions de projets. Donc, Erasmus, c'est ça. Il faut respecter un calendrier. Et c'est quoi? Ce sont des financements pour mettre en place des projets. Et on va parler de quel type de projet. Et on nous demande aussi souvent, mais ce sont vraiment des projets de structure. C'est-à-dire que ce sont des universités, ce ne sont pas des personnes toutes seules qui peuvent déposer des projets Erasmus et les faire financer. On est vraiment sur des projets de structure. Ce programme européen, il est vraiment basé sur 4 grandes priorités que vous connaissez sûrement, qui sont des priorités qu'on retrouve vraiment au niveau européen. Donc, l'inclusion et la diversité, tout ce qui a trait à l'éducation au numérique, le développement durable et tout ce qui est vraiment participation et citoyenneté européenne. Donc ça, c'est important de garder en tête également. Quand on parle du programme Erasmus+, il y a certains pays qui sont vraiment membres à part entière du programme et d'autres pays du monde entier qui peuvent participer à des projets Erasmus. Donc, gardez en tête que les pays membres du programme, ceux pour lesquels on a beaucoup d'opportunités, en tout cas, ce sont les 33 pays que vous avez là à l'écran, les 27 pays membres de l'UE, plus les 6 pays ici que vous voyez. Mais il y a également des possibilités pour tous les autres pays du monde, selon les secteurs, selon les publics. Et ça, on va en parler aussi. Magali vous l'a très bien dit. Erasmus+, ça fonctionne par secteur. Dans ces secteurs-là, vous le voyez en bleu ici, les 4 premiers, c'est tout ce qui concerne le volet éducation et formation du programme. Et donc, ça commence dès la petite enfance. Ça va donc sur tout ce qui est premier, second degré. Ça touche également tous les organismes de formation professionnelle, donc lycée, professionnel, organismes de formation, l'enseignement supérieur que l'on connaît bien. Et également, ça c'est intéressant pour vous si vous travaillez avec des associations, avec des partenaires différents. Ce sont aussi tous les partenaires de l'éducation populaire, les acteurs de l'insertion sociale, des structures culturelles également, des bibliothèques, des centres culturels qui sont également, qui peuvent vraiment déposer et porter des projets sur ce programme. Et sur le volet jeunesse et sport, toutes les associations de jeunesse, de jeunes et également les associations et les clubs sportifs, tous les acteurs du sport. Donc, on a fait un petit focus ici parce que c'est une question qui revient très, très souvent au niveau des postes. C'est les établissements français à l'étranger. Comment ça fonctionne dans Erasmus+? Qui est éligible? Comment? Est-ce que ce sont des établissements français ou non? Et ça, c'était vraiment un petit rappel pour vous. Et vous aurez ensuite ce diaporama. On va vous le donner dès la fin de la présentation. Mais voilà, sachez bien que tous les établissements d'enseignement français à l'étranger, tous ceux qui sont homologués par le ministère, qui sont situés dans un des 33 pays que je vous ai cités précédemment et qui sont affiliés à l'AEFE, sont considérés comme des candidats ou des partenaires français. Donc, tous les lycées français, tous ces établissements d'enseignement français qui répondent à ces 3 critères
doivent déposer leur candidature auprès de la France ou lorsqu'ils sont partenaires de projet, ils seront considérés comme des partenaires français. Tous les autres établissements qui ne répondent pas à ces 3 critères cités là-haut sont des organismes locaux et ils dépendent des pays dans lesquels ils sont situés. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que vous devez garder en tête par rapport à ces établissements français à l'étranger. On vous a mis en bas des petits exemples, mais voilà, l'idée c'est si un établissement français veut aller en mobilité dans un établissement français à l'étranger, si l'établissement correspond aux 3 critères du haut, ce ne sera pas possible puisque ça serait une mobilité de France à France. Donc, ça ne serait pas considéré comme éligible. Voilà, on pourra répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Je poursuis. Donc, ça, de la même manière, Magali vous en a un petit peu parlé. Elle vous disait, il y a les projets de mobilité, c'est ce qu'on appelle les projets d'action clé 1. Il y a aussi tous ces projets, toutes ces actions de partenariat, de coopération, d'innovation, ce qu'on appelle aussi des coopérations d'excellence. Et ça, on va vous en parler un petit peu. Et également, ce qu'on appelle les actions Jean Monnet. Donc aujourd'hui, on va aller très vite, mais c'est pour que vous ayez en tête, ça fonctionne comme ça. On a 3 types d'actions clés et à l'intérieur, on a une multitude de types de projets qui sont ouverts aux acteurs en Europe et hors Europe selon les types de projets. Donc, je débute avec ces projets de mobilité, les projets d'action clé 1, qui sont des projets assez importants. Qu'est-ce que ce sont ces projets de mobilité et ils concernent qui exactement? Donc, ces projets de mobilité, leur objectif, c'est vraiment d'organiser des rencontres, par exemple, entre des élèves en Europe, c'est de partir pour des enseignants, observer des pratiques, se former également, suivre des cours ou des formations. Par exemple, là, on vous a mis autour de pédagogie inclusive. C'est vraiment cette idée-là que les élèves partent se rencontrer, que les enseignants partent se former et également que les élèves puissent partir, ça peut être sur la voie professionnelle ou ça peut être sur la voie générale, faire un stage également dans une entreprise européenne pour développer ses compétences. Et ça veut également dire, donc ce que l'on connaît bien sur l'enseignement supérieur, partir étudier en Europe, mais ça peut être fait également dans la voie générale et professionnelle, et ce, dès le collège, par exemple. Donc, voilà, gardez bien ça en tête. Ces projets de mobilité, c'est vraiment partir à l'étranger pour monter en compétences. Et donc, dans le programme Erasmus, il y a vraiment 2 entrées pour ces projets de mobilité. Il y a des spécificités pour la mobilité des publics de l'enseignement supérieur. Et ensuite, on a des portes d'entrée un petit peu différentes pour la mobilité qui concerne les publics de l'enseignement scolaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Mais que ce soit une entrée ou l'autre, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous allez retrouver tout ça dans les guides que l'on va vous présenter. Et sachez que ce soit sur l'enseignement supérieur ou sur la formation professionnelle, il y a des possibilités hors Europe et des mobilités qui peuvent être faites au-delà des 33 pays que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, vous, en tant que poste, c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est de dire comment, et on en a déjà un petit peu parlé, comment aider les organismes, comment le faire, comment être force de proposition et aider les établissements locaux. Et pour parler plus précisément de cette expérience, je vais donner la parole sur ces projets de mobilité à Benoît Ledevedec, qui est attaché de coopération éducative en Croatie et qui va nous parler un petit peu donc de ce que lui a pu mettre en place pour accompagner des structures dans ces projets de mobilité. Benoît, je te laisse la parole. Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Oui, pour donner un éclairage depuis la Croatie, nous, l'outil Erasmus+, c'est un outil qu'on a donc en commun entre la France et la Croatie, membre de l'Union européenne. Et comme l'a dit Magali tout à l'heure, c'est un levier absolument essentiel dans notre travail de coopération éducative et linguistique. Et nous, d'une manière très précise, ça nous a servi à redynamiser des partenariats bilatéraux décentralisés entre la Croatie et certaines régions en France. Il faut savoir que depuis que la Croatie est rentrée dans l'UE, eh bien, il y a certains partenariats directs entre des régions ou des académies en France qui sont tombés à l'étude. Et on a voulu redynamiser tout ça afin justement d'encourager des échanges directs, des mobilités d'enseignants et d'élèves via le dispositif Erasmus+, et plus précisément
entre des régions qui ont souvent des regroupements. Alors, on sait qu'aujourd'hui, elles sont organisées en régions académiques et cette forme de consortium lui-même peut bénéficier d'une accréditation Erasmus+, qui sert à plusieurs établissements français qui, eux, ne sont pas forcément individuellement tous accrédités. Et donc, ça permet de canaliser et d'encourager et de démultiplier les possibilités de mise en relation d'établissements français et avec d'autres pays, en l'occurrence la Croatie. Donc, ce qu'on a fait pour utiliser ce dispositif et le mettre à profit de notre coopération en Croatie, c'est qu'on a essayé de raviver des intérêts qui s'étaient un petit peu étiolés il y a une dizaine d'années, et notamment avec la région Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont très actives parmi de nombreuses régions académiques françaises, mais en tout cas qui avaient un intérêt marqué pour redynamiser leur lien avec la Croatie. Et on les a mis en relation avec les autorités éducatives croates. On a monté un programme de visite et on a pu accueillir comme ça 2 délégations en 2023 et 2024, à la fois de directeurs des relations internationales des académies qui constituent ces régions académiques, mais également de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel, et d'enseignants, enseignants de langue, primaire et secondaire, mais également d'autres matières, et notamment de matières d'enseignement professionnel. Il faut savoir que pour nous, en Croatie, l'enjeu pour la France, c'est que l'enseignement professionnel est très développé. Ici, 70% des lycées sont des lycées d'enseignement professionnel. Et il y a une activité qui est très forte dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, avec des possibilités de stage, notamment pour des élèves français, et inversement aussi la possibilité évidemment pour des élèves croates de ces filières-là de venir en France pour poursuivre un cursus de formation en France et développer leurs compétences en français, même si au départ, la première langue de communication ne sera pas nécessairement le français, hein, ça peut très bien être l'anglais, mais c'est pas grave. Nous, ici, on a seulement à peine 2% des élèves qui apprennent le français en primaire et secondaire. Et il faut absolument décloisonner et renouveler les stratégies. Et pour nous, comme le disait Magali, le fait de mettre en relation des élèves, de créer ces nouveaux liens, ces nouvelles connexions humaines, eh bien, ça va directement inciter et encourager les gens à découvrir la culture de l'autre. Et évidemment, ça passe par l'apprentissage de la langue de l'autre. Voilà. En tout ça pour dire que suite aux visites de ces 2 délégations en 2023 et 2024, on a pu tout de suite mettre en place, en tout cas les régions académiques et les autorités éducatives croates ont pu stimuler la mise en place de projets Erasmus+ entre établissements. On a déjà des élèves d'un lycée technique, lycée Vaucanson de Grenoble, qui sont venus 1 mois en stage en Croatie. Ils ont pu faire leur stage dans une boîte de développeurs de jeux vidéo. Donc, c'était vraiment très, très concret. Il y a 2 enseignantes françaises qui sont venues également au début et à la fin de leur stage. Ça a été une expérience très réussie. Et inversement, on a des formatrices du ministère croate de l'Éducation qui sont spécialisées dans l'enseignement préscolaire et notamment dans tout ce qui est thématique d'inclusion et de multilinguisme, qui ont pu partir à Grenoble en observation de bonnes pratiques dans des établissements de niveau maternel, des établissements primaires français, grâce à ce dispositif. Donc, et ça a culminé le 20 novembre dernier avec la signature d'un accord cadre entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère croate de l'Éducation, avec la venue du ministre croate de l'Éducation à Lyon le 20 novembre dernier. Donc on voit que grâce à un outil qui nous est commun avec nos partenaires européens, eh bien on peut encourager et redynamiser des accords cadres très structurants qui sont là pour rester dans le temps et qui peuvent aussi fédérer et aider des établissements et des enseignants, parce que bien souvent la question qui nous est posée, c'est comment on s'y prend, par où on s'y prend pour mettre en place un partenariat. Et le fait d'activer et de mettre en relation des structures intermédiaires à des échelons, on va dire, supérieurs, permet tout simplement de faciliter ce travail et ces mises en relation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je suis disponible évidemment pour répondre plus en détail. Je vais partager le lien peut-être de la signature de l'accord entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministre croate de l'Éducation dans la barre de chat. Voilà, en tout cas, c'est vraiment avec des outils communs et voilà, on peut faciliter et développer ce type de partenariat.
Merci beaucoup Benoît pour ton éclairage. Donc, on continue avec donc l'autre type de projet et je passe la parole à Aude qui va vous parler des partenariats. Merci Agnès et bonjour à tout le monde. Alors effectivement, on a eu une première présentation des actions clés 1. Attention, il y a plein de codes dans le monde d'Erasmus. Donc action clé 1 ou KA1 pour Key Action 1. Maintenant, on va parler des partenariats, des actions de coopération. Donc cette action clé 2 dans le guide du programme Erasmus, elle ne concerne pas la mobilité. C'est-à-dire que les projets que nous avons vus jusqu'à maintenant, ce sont des projets de mobilité, l'action clé 1, où le but, c'est qu'une personne se déplace. Un élève, un étudiant, un personnel, qu'une personne aille faire des études, un stage ou une période d'observation. Les projets d'action clé 2 sont bien différents dans le sens où ils sont structurants. On est sur des projets structurants, d'organismes toujours, où l'objectif, c'est vraiment de partager des pratiques, des méthodes de travail, d'améliorer ses capacités professionnelles, de coopérer, d'innover ensemble, par exemple en créant des supports de formation, et de tester ces idées qu'on a en disant « Tiens, ça manque, j'aimerais prendre des bonnes idées chez mes collègues européens et de les tester sur des groupes cibles. » Les partenariats servent à ça. Voilà, c'est ça. Alors là, vous avez l'étendue des projets. Ça, c'est chaque petit point vous indique une action, c'est-à-dire un type de financement avec un objectif différent. J'irai bien sûr pas dans le détail pour vous les présenter, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces projets, en général, demandent au moins 3 organismes de 3 pays différents. Sauf pour les partenariats simplifiés où on peut être juste 2 pays. Tous les autres projets qui sont à l'écran demandent à minima 3 organismes de 3 pays. Donc vous, ça va vous changer la relation bilatérale que vous avez habituellement vers une relation multilatérale. Donc travailler entre plusieurs partenaires européens. C'est ce que recherche la Commission européenne via ses actions de partenariat. Donc, au moins 3 partenaires. Il est possible, il y a même certaines actions qui sont entièrement dédiées aux pays hors programme. Donc, on l'a vu, Agnès vous a présenté les 33 pays du programme Erasmus et ensuite, il y a le reste du monde. Il y a certaines actions, notamment là, dans ce que vous voyez à l'écran, les projets de renforcement de capacité qui sont totalement dédiés à la coopération avec les pays hors Europe. Ça, on vous le présentera dans notre petit document synthétique après. Et dans toute l'étendue de ces projets, c'est autant d'ambitions différentes de projets, de diversité. Les académies Erasmus+ des enseignants sont là pour améliorer et moderniser le système d'enseignement de nos futurs profs, en fait. Voilà, parce qu'on a une crise d'attractivité des métiers d'enseignants en France et ailleurs en Europe. Donc, ces projets-là, Erasmus, sont dédiés pour ça. Les projets d'Alliance de l'innovation sont là pour créer du lien entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, la recherche et le monde du travail pour créer des formations adaptées à l'emploi. Donc voilà, en fait, tous ces projets ont des thématiques différentes, des budgets aussi différents. On va de 30 000 € à 14 millions d'euros, voilà, pour ces projets-là. Et je pense notamment pour ces projets à fort budget, les universités européennes qui sont, en tout cas pour vous qui êtes dans des pays, dans les 33 pays du programme, vous avez sans doute entendu parler de ces universités européennes et il est très important d'en avoir connaissance et de savoir quels établissements d'enseignement supérieur dans votre pays participent à des universités européennes et bien sûr les établissements français, parce que ce sont des projets très, très, très structurants dans le paysage de l'enseignement supérieur. Un dernier petit point peut-être pour nos collègues qui sont hors Europe, les Master Mundus. Donc là, on est sur des projets de coopération de master, voilà, sur un master conjoint entre plusieurs établissements où l'objectif, c'est qu'un étudiant parte étudier un semestre dans un pays, puis un semestre dans un autre pays, et au final, il aura un diplôme de master commun à plusieurs établissements européens ou non européens. Et pour ces masters-là, il y a un budget, il y a des bourses dédiées aux étudiants du monde entier.
L'objectif, c'est qu'il y ait voilà, un pourcentage d'étudiants de chaque pays du monde pour que la promotion, pour que le contingent d'étudiants de ce master soit super diversifié. Et là, c'est intéressant de le connaître, surtout si vous êtes hors Europe, pour pouvoir voilà, en faire bénéficier les étudiants. On est sur des bourses très importantes de 1 400 € par mois pendant 2 ans. Maintenant, pour illustrer ces projets, les partenariats, on va vous présenter un partenariat de coopération scolaire. Pardon, excusez-moi. Claudia Calvo va nous présenter un projet qui a été financé en 2022. Donc, c'est un projet de 3 ans, d'une durée de 3 ans, à hauteur de 250 000 €, qui regroupe donc les académies rectorats de Grenoble, de Cayenne et des établissements scolaires venant de Bulgarie, d'Italie et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je passe la parole à Claudia pour présenter ce projet. Merci beaucoup, Aude. Alors, bonjour à tous les collègues. J'en reconnais certains, donc je suis ravie. Je les vois pas, mais je les imagine. Donc, pour compléter les approches de Magali et de Benoît, donc concernant ce projet, je vais vous présenter rapidement un projet de partenariat donc et d'action de coopération innovante. Donc, l'action clé 2 dont vient de parler Aude, et je vais juste dire que, parce qu'en fait je vais pas répéter ce qu'ont dit les collègues, il y a des choses qui sont communes à tous ces types de projets, mais je vais simplement rappeler le rôle du poste dans le montage du projet, un rôle qui a été relativement mineur mais important néanmoins, et puis l'intérêt pour le poste d'Erasmus+ par rapport à ce projet en particulier. Donc, Aude, tu l'as dit, 250 000 €. Il y a la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon également, normalement, dans ce projet. Donc, c'est un projet qui relève de l'axe inclusion, diversité. Donc, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur dans nos projets à l'Institut français en Bulgarie, l'inclusion et la diversité. Et donc, c'est le rôle donc le projet rapidement. Donc, c'est un projet de recherche-action. Et donc, ça s'inscrit donc dans le renforcement du rôle de l'école et de ses acteurs en effectuant un travail de recherche avec les universités afin d'aborder la formation de façon collaborative entre des équipes éducatives au bénéfice d'élèves décrocheurs et en difficulté, notamment en milieu rural. Donc, il y avait, comme ça a été dit, donc la Sicile, enfin plusieurs pays, dont la Bulgarie, avec des problématiques communes. Et donc, en 2021, c'est le rectorat de Grenoble qui est venu vers nous et m'a demandé d'identifier à la fois un établissement scolaire et une université qui correspondait à cette thématique, à cette problématique. Et donc, ça demande, ce n'est pas très chronophage, effectivement, mais ça demande de bien connaître le terrain, et qui de mieux que nous dans les instituts français pour savoir quels établissements, quelle université. Donc, l'intérêt pour le poste, on l'a dit, donc c'est un outil complémentaire et de renforcement de nos actions de coopération et de nos collaborations à la fois bilatérales et multilatérales, puisqu'ici on est dans le multilatéral, comme le disait Aude. Donc les financements, l'accès à des financements européens, c'est bien sûr non négligeable, ça a été dit, mais là c'est des montants plus importants, 250 000 €, ce n'est pas rien, même si le projet est porté par le rectorat de Grenoble, et c'est sur les 250 000 €, c'est 100 000 € pour le porteur du projet. C'est un dispositif qui s'inscrit dans la politique éducative du poste, qui s'inscrit dans le plan éducation du poste avec un ancrage européen. Ça également, on y tient beaucoup en Bulgarie, dans un contexte où parfois l'Europe est mise à mal ici. Donc c'est dans le plan éducation, il y avait cette idée de poursuivre le développement des échanges et des programmes de mobilité des élèves et des enseignants pour renforcer la coopération franco-bulgare dans le domaine de l'éducation. Et ça permet, cette collaboration avec Grenoble, ça permet aussi de renforcer ce qu'on a déjà commencé depuis une dizaine d'années avec un programme de mobilité d'élèves qui s'appelle le programme Ronsard, donc programme de mobilité avec réciprocité des élèves bulgares et français.
C'est bien sûr favoriser les échanges entre les écoles et les universités, c'est pas toujours le cas. Et puis valoriser les savoir-faire français et européens bien sûr. Et puis la diversité culturelle, on l'a dit, à travers des projets éducatifs. Le français en fait n'est pas présent malheureusement c'est une langue de communication dans ce projet, mais il est pas présent dans l'école bulgare, une école où le français a disparu, comme comme en Europe il y a une érosion certaine du français, et donc pour nous c'était également une façon un plaidoyer auprès des autorités éducatives locales pour réintroduire le français dans certains établissements, dont celui-ci. Effectivement, il y a déjà des pistes pour l'année prochaine, donc il semblerait bien que ce soit un levier également pour réintroduire le français ou le renforcer là où il avait disparu, où il était peu présent. Donc nous avons perdu Claudia, je crois. Oui, ouais. J'ai l'impression. Claudia, voilà, Claudia est revenue. Ah, c'est bon. Oui. Je crois que nous n'avons pas entendu la toute dernière phrase. La toute dernière phrase. Donc je disais que c'est ce type de projet, ça peut avoir un effet boule de neige. Donc en fait, c'est un projet qui permet de renforcer des partenariats stratégiques. Et en fait, comme il se termine au mois d'août, en réalité, à la demande donc les deux équipes bulgares, donc l'université, en fait, c'est la faculté de pédagogie et le lycée bulgare, ont acquis de l'expérience, de la confiance sur le plan méthodologique. Ils ont également exploré une problématique donc d'inclusion, puisque à Kardjali, donc au niveau du lycée, c'est une population rome et turque, une minorité très importante avec des enfants qui ne maîtrisent pas bien le bulgare, et donc il y a vraiment un travail, j'allais dire, ce projet ne suffit pas, et comme par hasard, le CASNAV de Toulouse, donc le rectorat de Toulouse, je connais donc c'est toujours des histoires aussi de contacts que l'on connaît, m'a contacté pour me demander si un établissement et une université pouvaient travailler avec eux sur un autre projet qui vient d'être déposé apparemment aujourd'hui. Et ça s'appelle « Ensemble pour l'avenir, favoriser la persévérance scolaire en garantissant la continuité des apprentissages et en impliquant les familles en situation de migration pendulaire dans la scolarité des enfants entre la France et la Bulgarie ». Et donc, en fait, c'est un peu le prolongement de la problématique qui a été traitée dans le projet dont je viens de vous parler, qui vise à améliorer l'intégration linguistique et culturelle des élèves. En fait, on s'est rendu compte à Toulouse qu'il y avait beaucoup d'élèves bulgares qui ne maîtrisaient pas le français bien sûr, mais pas leur langue non plus, et qui étaient scolarisés très peu, qui revenaient en Bulgarie, qui repartaient, etc. Donc c'était très important d'identifier également des établissements bulgares qui peuvent travailler avec ces établissements français pour essayer justement de favoriser la continuité des apprentissages des élèves en situation de migration pendulaire, comme on appelle ce type de situation. Et donc voilà, on débouche sur un deuxième projet qui n'est plus le même, qui sera bilatéral cette fois-ci, c'est uniquement entre la France et la Bulgarie. Et j'ai aussi mis les partenaires français en relation avec le consulat de Bulgarie en France pour mieux identifier également les écoles où il n'y a pas de français, que je ne connais pas nécessairement. Et l'équipe de l'université et du lycée a également rencontré, est allée à la recherche de ces écoles où se trouvent les élèves bulgares qui reviennent de France et qui repartent régulièrement. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce type de projet. Voilà, le deuxième projet, ce sera le même type de projet également, Action Clé, Action 2. Donc je me permets, moi, donc ce qu'on retient vraiment de ton témoignage, Claudia, merci, très complet. C'est vraiment effectivement cet effet boule de neige. Retenez bien l'image parce que je crois que c'est exactement le message aussi qu'on voulait vous passer. À partir d'un petit projet, vous allez pouvoir vraiment y raccrocher plein de choses. On continue. Je crois que c'est Aude qui poursuit. Oui, merci. Alors les actions Jean Monnet en
en 30 secondes, top chrono, c'est voilà, on a l'action clé 1, on a l'action clé 2, on a les actions Jean Monnet. Là, l'objectif de ces financements-là, Erasmus, c'est de promouvoir les valeurs et la citoyenneté européenne. Parler d'Europe, diffuser des connaissances sur l'Europe. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de partenariat à avoir, comme on l'a vu auparavant. Donc, un établissement seul peut déposer un projet et un établissement seul peut déposer un projet, quel que soit son pays. Donc, il est très intéressant de voir qu'il y a des projets Jean Monnet qui sont déposés dans le monde entier, par exemple, pour étudier le système de sécurité sociale, de protection sociale ou de santé européenne. On en a en Argentine ou ailleurs. Ces financements vont pour ceux qui sont inscrits à l'écran, vont de 35 000 € pour les modules et les initiatives à un peu plus d'1 million d'euros pour les réseaux. Voilà. Merci Aude. Merci. Donc on poursuit, on arrive à la fin de notre présentation et on va aujourd'hui, on est surtout là aussi pour ça, c'était vous dire qu'on a réalisé au niveau de l'agence 2 guides pour vous, donc un guide sur les opportunités Erasmus+ en Europe et un guide pour les opportunités Erasmus+ hors Europe. Et c'est dans ces guides que vous allez retrouver vraiment tout ce qu'on vous a présenté en action avec des petites fiches. Donc, je vais vous montrer peut-être, je repartage mon écran pour vous montrer les guides. Donc, vous allez le voir, ça va être plus facile comme ça. Donc, ici, je commence avec le guide Europe. Ce qu'on voulait vous dire sur ces guides, vous voyez, c'est OK ? Oui, c'est bien. Super, qu'on a réalisé. Vous avez à chaque fois un petit sommaire avec les différentes fiches. Et pour chaque fiche, en fait, vous avez une page qui a été faite où on vous explique comment ça fonctionne, les portes d'entrée et autres. Et Clarisse, tu veux peut-être dire un mot sur ce qu'on a aussi fait dans ces petits guides ? Effectivement, donc surtout, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit un guide pratique. Et donc, vous avez là, vous voyez dans les petits encarts, le bon réflexe. Vous allez avoir des exemples concrets de presque mise en situation d'attachés, de coopération, de COCAC. Voilà, avec des exemples concrets pour vous donner aussi des idées de comment vous allez pouvoir accompagner, développer, promouvoir, mettre en œuvre un projet Erasmus+. Pour chaque fiche, voilà, vous allez avoir, ou chaque action, un petit exemple concret. Ça, c'est sur le guide Europe. Et on a essayé de se mettre à votre place. Voilà. Donc, ce sont vraiment 2 guides faits pour vous. Et on est très fiers. Et surtout, pardon. Non, je voulais juste dire qu'à la fin, vous le voyez, hein, il est fait comme ça. Vous avez aussi tous les sites de référence, tout ce qu'il vous faut. Vous avez nos adresses mail également, donc ça sera intéressant. Et on a fait aussi un petit tableau récapitulatif à la fin de chaque action avec le secteur éducatif concerné, la description, la composition, qui peut participer, les budgets et autres. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous saisir de ce guide. Donc vous le voyez, ça c'est celui pour l'Europe. Et je laisse la parole, je vous montre également, Aude, tu dis un petit mot peut-être sur celui hors Europe ? Écoute, oui, je veux bien que tu ouvres la page au sommaire, à la première page en fait. Donc, le challenge, ça a été de faire rentrer le guide Erasmus de plus de 500 pages en à peine une quinzaine de pages. Vous avez un super bon récap. Et je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent dans le chat et je voulais répondre à Frédéric Morcillo ou à Marie-Laure Alain qui sont dans des pays africains et qui nous disent « Mais nous, est-ce que ces actions clés s'offrent à nous aussi ?» Alors clairement, pour vous, regardez, c'est indiqué là, c'est ce qu'on a appelé les actions dédiées à l'international. Donc là, vous avez les fiches de 1 à 5. Bon, les fiches, ce sont des actions, des types de financement qui sont exclusivement dédiés pour les pays hors Europe. Petite parenthèse, vous êtes en Afrique, le budget de la Commission européenne pour la dimension internationale hors Europe est énorme pour les Balkans, donc les pays en voie de préadhésion à l'Union européenne, et pour l'Afrique subsaharienne. Donc, donc voilà, il y a beaucoup de budget qui est mis sur ces zones-là. Merci Aude. Donc je vous l'avais dit, hein, vous aurez le support et donc les petits liens sont cliquables. Vous pourrez télécharger les guides et Frédéric vous les enverra également si besoin.
Donc si voilà. je peux me permettre, Agnès, oui, et si je peux me permettre, puisqu'on parle de publication, vous devriez, je crois cette semaine ou la semaine prochaine aussi, peut-être que vous l'avez déjà eu, j'avoue que je n'ai pas très bien compris, si vous aviez déjà reçu par note diplomatique ces guides par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Est-ce que vous l'avez reçu? Si quelqu'un peut le mettre dans le chat. Dans tous les cas, c'est certain, nous l'avons transmis, bien sûr, à la fois à LFE et à la DGM, en tout cas LFE et alors moi comme je connais mieux LFE, je sais plus comment s'appelle l'autre direction, mais enseignement supérieur et recherche, qui devrait vous avoir ou va très prochainement vous le transmettre. Donc je vois non, ça va être fait bientôt. Voilà, et pardon Clarisse, là je tiens à préciser que ma collègue Audrey a mis à disposition le téléchargement de chaque guide, donc toutes les personnes connectées peuvent télécharger les 2 guides. Parfait. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Je voulais peut-être juste, parce qu'on en a discuté avec Benoît quand on a préparé ce petit webinaire, on nous dit toujours, mais est-ce qu'on peut avoir les données sur les projets Erasmus? Nous, on est en poste, en tant que poste. Comment faire en fait pour avoir les informations? Je voulais vous dire que la Commission européenne a lancé un petit dashboard public qui est ici, donc vous avez le lien dans la présentation, et vous pouvez en fait filtrer par mobilité. Là, c'est sur les mobilités, mais vous avez également les projets par mobilité sortante. Vous pouvez choisir dans la liste les pays. Vous pouvez choisir les secteurs également. Vous pouvez voir également les profils des participants. Alors, je pense que là, je suis déconnectée. Mais voilà, n'hésitez pas parce que vous avez souvent besoin, en fait, de données par rapport à vos pays, en fait, ce qui se passe dans vos pays en termes de mobilité ou en termes de projet. Donc, sachez, voilà, que sur ce dashboard, vous pouvez vous cliquer, par exemple, ici, donc, ce qui se fait au niveau de l'Autriche. Vous avez ici les années à gauche. Vous voyez le nombre de mobilités. Vous voyez les secteurs. Vous pouvez choisir ici les profils des participants, si ce sont des élèves ou du staff. Donc, vous avez également la même chose pour les mobilités entrantes. Et sur ce dashboard, vous avez également tout ce qui se fait en termes de projet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce dashboard, ça vous sera très utile. Et également, je voulais vous parler du site Erasmus+ Project Results, parce que par exemple, il y a la fiche du projet, on retrouve toutes les fiches des projets qui ont été financés. Ici à l'écran, c'est le projet dont vous parlez Claudia, qu'elle vous a présenté. Et je pensais à un autre projet aussi, qui est un projet du rectorat de Lyon, et il y a l'Institut français d'Espagne qui est partenaire de ce projet-là, qui est un projet de coopération scolaire. Donc voilà, vous avez à chaque fois une petite fiche qui récapitule tous les partenaires, vous le voyez ici, les objectifs du projet et autres. Donc n'hésitez pas à aller sur ces 2 outils qui pourront vraiment vous servir. Et ensuite, sur la recherche de partenaires… Oui. Pardon Agnès, je préfère t'interrompre tout de suite parce que des collègues ont posé des questions auxquelles j'aimerais vraiment qu'on apporte une réponse. Et justement, tu viens en partie de répondre, mais est-ce qu'un IF ou un service de coopération éducative peut obtenir un code OID et donc peut être… Voilà, ça c'est vraiment une question qui a été posée. Oui. Je pense que je viens effectivement d'y répondre en parlant de ce projet-là dans lequel l'Institut français d'Espagne est partenaire. Donc oui, c'est tout à fait… oui, il est partenaire. Et après, en fait, l'Institut, je pense, est considéré comme un établissement local. Ça, en fait, il faut voir au niveau des statuts. En fait, il faut nous revenir vers nous. Et nous, au niveau du département gestion de projet, on demande les statuts des organismes et on regarde en fait ce qu'il est possible de faire. Mais là, vous le voyez bien sur ce projet-là, Frédéric, l'Institut français était bien partenaire d'un projet de coopération. Parfait. Et les outils que tu viens de montrer là, Agnès, et le dashboard, est-ce qu'il est bien possible de les partager? Il est public. Donc, en fait, il faut se créer un compte européen qui s'appelle un compte EU Login, mais c'est totalement public, toutes ces données-là. Et vous l'avez dans la présentation, c'est le petit lien ici à cliquer. Et dans le chat, je vous envoie tout de suite le lien vers la présentation que je viens de faire. Et c'était ma dernière slide, donc je termine juste pour vous dire qu'il y a également des outils pour rechercher des partenaires, pour aider les établissements. C'est important qu'ils connaissent des plateformes comme eTwinning,
qui est plutôt pour l'enseignement scolaire et professionnel, pour EPA et la plateforme EPAL sur la formation continue. Également sur le site Euroguidance, il y a des fiches par pays sur les systèmes éducatifs partout en Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder et à aller cliquer tous ces petits liens ici. Et donc voilà, on voulait juste vous dire qu'il y avait les Erasmus Days chaque année, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cet événement européen. L'idée, c'est vraiment de valoriser les projets et ce qui se fait. Également, le réseau ici unique sur lequel vous pouvez valoriser des projets. Et on en a terminé pour cette présentation. Donc, je vais arrêter le partage parce que je voyais pas vraiment les questions et je vous laisse peut-être, si on a 5 minutes, vu qu'on avait commencé un petit peu en retard, débuter avec les questions auxquelles vous souhaitez que l'on réponde. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup pour cette présentation et ces témoignages extrêmement riches. Merci à tous les 6. Alors, je reprends les questions que nous avons notées au fur et à mesure. Valérie nous avait posé la question suivante. Peut-on être partenaire sans être accrédité par le programme? Alors, Valérie, peut-être… Oui. Voilà, Agnès. Alors, on va peut-être en parler parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'accréditation Erasmus+. L'accréditation Erasmus+, c'est vraiment une porte d'entrée pour obtenir des financements de mobilité sur l'action clé 1. Si on souhaite être partenaire sur l'action clé 2, par exemple, d'un projet de partenariat ou de coopération, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une accréditation. L'accréditation, c'est vraiment pour la mobilité, pour l'action clé 1, et c'est sur l'enseignement scolaire, la formation professionnelle ou l'éducation des adultes, et c'est une des 2 portes d'entrée. Soit on dépose une accréditation Erasmus, soit on dépose un projet de mobilité de courte durée, mais en tout cas, ça ne concerne vraiment que l'action clé 1 mobilité. Est-ce que Frédéric ou Aude, est-ce que vous avez vu d'autres questions? Oui, je commençais à parler, mais sans le micro. Nous avions également une question, mais tu y as également en partie répondu, une question de Laure qui travaille à Séville. Une question concernant la coopération éducative de l'IF Espagne. Nous avons plusieurs demandes pour que notre service soit partenaire de projets Erasmus, Consejería de Educación, associations, établissements, mais nous n'avons pas réussi à savoir si nous avions la possibilité juridique de porter des projets ou du moins d'être partenaire associé. Pouvez-vous nous aider? Alors, je pense que j'y ai répondu effectivement avec ce projet-là. Donc, il y a déjà un code. Mais surtout, n'hésitez pas à tous. Je vous renvoie la présentation. Quand vous avez des questions très spécifiques qui touchent votre structure ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je vous le disais. Et on va regarder. Mais sur l'Institut français espagnol, cet institut est déjà partenaire du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vous remets la fiche également vers ce projet. Merci beaucoup Agnès. Là, je regarde également. Comment identifier les partenaires présents en France? Objectif 1. Objectif 1. Sur l'action, peut-être… C'est-à-dire identifier. Alors, généralement, ils viennent… oui. Après, oui, pour que vous éventuellement… Alors, moi, tout ça, c'est dans le guide aussi, mais par exemple, n'hésitez pas… Je me permets, je réponds à Agnès, mais par exemple, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur le réseau de vos assistants de langue. Assistants de langue, alors, de langue française dans vos pays, mais aussi, surtout, peut-être les assistants de langue du pays qui sont en France, qui sont aussi dans des établissements scolaires, si on parle du scolaire par exemple, qui peuvent aussi être des bons points de relais pour trouver éventuellement des partenaires en France. Si j'ai bien compris la question en fait. C'était ça, comment identifier des partenaires présents en France. Ouais, et pour compléter, pour vous dire, sur la plateforme Erasmus+ Project Results dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, vous pouvez trouver la liste de tous les établissements qui ont des projets Erasmus en cours. Vous avez un menu déroulant sur la gauche et vous pouvez en fait vraiment choisir en français, donc les établissements français qui ont par exemple un projet Action Clé 1.
et vous pouvez exporter un tableau Excel avec la liste de tous les établissements qui ont actuellement des projets ou qui sont donc accrédités ou qui ont, voilà. Donc, toutes ces données-là sont sur la plateforme. Merci Aude d'avoir remis le lien. Et je complète sur cette plateforme des résultats de projet, c'est vraiment un annuaire complet de tous les projets qui ont été financés par Erasmus depuis longtemps. Et ça concerne tous les pays européens, parce que vous l'avez vu, il y a une agence Erasmus dans tous les pays européens. Et vous pouvez même, le moteur de recherche s'améliore de plus en plus. On peut même croiser les projets. Si vous cherchez des projets de partenariat, un projet d'alliance, de l'innovation qui a un lien avec l'entreprise entre la France et la Bulgarie, vous pouvez croiser et ça vous donnera des résultats de projet. Donc, la plateforme des résultats de projet est vraiment super riche et vous avez tout le monde. Encore une question, merci beaucoup Aude. Une question de Clarisse qui travaille au sein de l'Alliance française à Dubaï et qui demande si, en tant qu'Alliance française à Dubaï, ils sont concernés. Si oui, lancer un projet signifie-t-il faire la demande à l'Institut français d'Abu Dhabi? Alors pour moi, une alliance française, on le sait tous, ce sont des statuts locaux, donc des associations de statut local. Donc là, ce ne sera pas notre agence Erasmus+ National France qui pourra financer un quelconque projet demandé par l'alliance française. Donc là, non. Là, ce ne sont pour nous, au sens de l'agence nationale française, ce ne sont pas de potentielles structures qui vont pouvoir déposer chez nous. Après, cette alliance française peut déposer. Alors, par contre, c'est à Dubaï, donc là, on n'a pas. Tu confirmes. Comment? Je dis là peut-être que l'Alliance française peut mettre en relation, a plutôt ce rôle de mise en relation entre établissement de sa ville et établissement en France. Oui, tout à fait. C'est exactement, voilà, bien sûr, et c'est tout à fait le message qu'on vous a donné tout au long de ce webinaire. C'est bien sûr de pouvoir, et puis vous, de capitaliser sur ces mises en relation pour pourquoi pas ensuite créer des projets ou des coopérations. Mais par contre, l'Alliance française ne pourra pas déposer à l'agence française. Alors en plus, bon là c'est Dubaï, donc tu confirmes Aude, il n'y a pas de bureau, parce il y a des agences nationales, mais il y a aussi des bureaux Erasmus+ dans des pays hors UE, mais il y en a pas là. Mais par contre, mise en relation, profiter d'un projet aussi, peut-être que l'institut ou que l'ambassade aura, dans lequel elle est partenaire, ça oui, mais pas en tant que porteur. Merci beaucoup Clarisse. Alors à propos de mise en relation, puisque je vois que là nous arrivons au terme de ce webinaire, est-ce que nous avons bien le droit, si des collègues nous demandent vos coordonnées, est-ce que je peux bien vous envoyer aux collègues vos mails, parce que là par exemple je vois une question de Patrick qui nous demande l'appel d'offres utilisation éthique et efficace de l'intelligence artificielle dans l'éducation correspond, en fait, il nous demande à quoi cet appel d'offres correspond, à quelle clé, et si un institut peut être porteur du projet. Là, je pense que, si je comprends bien, il y a une recherche à faire de votre part. Alors, moi, personnellement, Aude, tu connais cet appel ? Non, je ne pense pas que ce soit Erasmus, mais si c'est Erasmus, ça nous a échappé. Je ne suis pas sûre que ça vienne que ce soit ou alors un financement Erasmus. Ou alors Aude, peut-être dans les alliances pour l'innovation, mais non, en action centralisée. Un appel d'offres, non, enfin après, il faut qu'il y ait du numérique dans tous les projets, mais là, faudra qu'on se reparle, Monsieur Molon, voir où est-ce que vous avez trouvé ça. Ouais. Et Frédéric, pour répondre à ta question, dans le diapo que j'ai envoyé, à la fin, il y a nos adresses mail génériques. C'est-à-dire qu'on a tous des adresses par secteur éducatif. Donc, si on est sur le public scolaire, ça sera chez moi avec mes collègues sur la promotion scolaire. Si on est sur le supérieur, ça sera chez Aude et ses collègues. Et tout ça, c'est la dernière slide du diapo que je vous ai mis dans le chat et que je peux vous remettre, et de toute manière qui vous sera envoyé. Donc, nos adresses sont bien là, n'hésitez pas à nous écrire. D'accord. Et donc, je pourrais bien, là, j'envisage de mettre votre, justement, document, le document sur la sphère coopération éducative de la communauté d'intérêt. Il n'y a pas de problème, on peut le partager. Aucun problème, tout à fait. Parfait.
S'il y a encore une question, nous pouvons la prendre. Sinon, écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Nous avons partagé. Alors, je vois que Célestine est en train de taper un message. En tout cas, je tiens à vous renouveler tous nos remerciements pour votre intervention, votre participation. Et merci aux collègues du monde entier qui étaient connectés pour ce webinaire aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de vous savoir présent, de vous sentir intéressé par ces questions. Et nous restons tous en contact, bien sûr, pour tout ce qui concerne le soutien à la langue française, la coopération éducative et linguistique. Merci Frédérique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.